Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve déjà pour un nouvel épisode de podcast, mais qui est en fait un peu sur la même thématique que le précédent. Donc le précédent, c'était sur la fertilité et les troubles alimentaires. Et cet épisode va être beaucoup plus concentré sur mon expérience, donc de la grossesse après un trouble alimentaire. Et du coup, je vous ai ouvert une boîte à questions en story sur Instagram. Vous m'avez posé plein de questions. Donc, il y a pas mal de questions qui se regroupent. Donc, j'ai structuré ça en différentes parties. Mais je vais répondre vraiment de façon naturelle. J'ai pas préparé. Mais c'est sympa aussi, les épisodes comme ça, je pense. Et puis comme ça met vraiment de la spontanéité. Et j'ai vraiment envie de vous parler avec transparence. J'ai pas du tout envie... Enfin, je suis pas du tout le genre de personne qui va... tout enjoliver, la grossesse c'est incroyable, t'as jamais été aussi bien de ta vie, etc. Je vais vraiment être transparente. Après, évidemment, ça reste mon vécu. C'est très important, ça, de le garder en tête. Et c'est pas parce que moi je vis des choses comme ça que ça sera comme ça pour tout le monde. Et c'est pas... Enfin, on dit en plus tout le temps qu'une grossesse n'est pas une autre, au point où vraiment tu peux avoir 3 enfants et avoir 3 grossesses totalement différentes. Donc voilà. Donc, du coup, pour rappel, pour vous donner un peu le contexte, je suis tombée enceinte en mars et du coup, là, je suis presque à la fin de mon 2e trimestre de grossesse et du coup, j'attends un petit garçon et il est prévu pour alors, ma gynéco m'avait dit le 4 décembre, la maternité m'a dit le 6 décembre, donc ça tombera quand il voudra venir, certainement entre fin novembre et début décembre, du coup. Je ne veux juste pas qu'il naisse le 8 décembre parce que je suis née le 8 décembre. Et du coup, j'aimerais bien qu'on ait chacun notre date. Mais bon, il faut aussi que je me prépare à cette éventualité où il arrivera le jour de mon anniversaire, qui deviendra, ce sera notre anniversaire, quoi. Mais voilà. Alors, du coup, dans le premier épisode, je vous ai parlé déjà de mes essais bébés, mais plus de comment j'ai réussi à être enceinte. Enfin bon, bref, je vais resituer un peu les choses. Mais ce qui va être surtout intéressant, je pense, ici, c'est vraiment le rapport quand je vais parler de mon rapport au corps, de mon rapport au poids, de mon rapport à l'alimentation. Mais je commence par le commencement. Donc, c'est-à-dire dans quel état d'esprit j'étais quand je suis tombée enceinte, comment j'ai découvert tout ça. Donc, pour vous expliquer, avec Arthur, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Depuis le début, on sait l'un et l'autre qu'on a envie d'enfants dans notre vie. Donc, alors d'ailleurs, je sais que c'est pas du tout automatique. Tout le monde n'a pas envie d'enfants. C'est pas du tout quelque chose que tout le monde doit avoir dans sa vie. Il y a plein de gens qui sont heureux sans enfants. Mais c'est vrai que nous, c'était quelque chose qu'on avait envie. Moi, c'est quelque chose que j'ai depuis très, très longtemps. J'ai l'impression que depuis toujours, j'ai voulu avoir des enfants. C'était d'ailleurs dans mon livre L'anorexie, mon bouclier mortel, je vous parle du fait que même sans connaître Arthur avant, et que j'étais déjà malade, avoir un enfant, c'était des motivations pour moi de guérir justement. Et du coup, Arthur était prêt, donc Arthur a 4 ans de plus que moi. Donc moi j'ai 28 ans, Arthur il en a 32 là, et ça faisait déjà 2-3 ans qu'il était prêt pour avoir un enfant, mais moi je lui avais dit pas moi. Moi je veux vraiment être... j'avais besoin d'être prête psychologiquement, parce que justement, je savais que ça allait impacter mon corps. J'avais besoin vraiment d'avoir une relation totalement sereine avec mon corps, avec mon alimentation, de vraiment consolider ça et aussi de régler quelques problèmes psychologiques que je parle dans mon livre par rapport aux attouchements, même par rapport à mon lien avec ma mère, même par rapport à le fait d'être adulte moi-même. Parce que, j'avais besoin de régler plusieurs choses et surtout, j'avais dit à Arthur, j'ai besoin de publier mon livre, donc mon roman L'anorexie, mon bouclier mortel. C'était pour moi une étape dans ma vie de clore un chapitre de ma vie justement avec ce livre pour pouvoir passer à autre chose. Et je lui avais dit que quand j'aurais publié ce livre, je pourrais passer à autre chose. Et en fait, le nouveau chapitre de ma vie pour moi, c'était justement la maternité. Donc je m'étais dit ça. Donc mon livre, il sort le 12 février. Et voilà, le temps que je gère tout ça. Et début mars, je lui dis, ça y est, je suis prête. Je suis prête à tomber... je suis prête à ce qu'on essaye d'avoir un bébé.
Et donc, justement, quand je lui dis ça, j'étais dans ma période où j'ovulais. Enfin, j'ai une application qui est Flow, Flow, qui calcule ça, enfin, qui me dit quand c'est. Donc, bref, on se lance dans le projet bébé. Dans quel état d'esprit j'étais quand je me suis lancée dans le projet bébé? Vraiment, j'avais pas trop fait de recherches avant sur ça, mais vraiment pas du tout. Par contre, j'ai déjà pas mal de copines qui ont des bébés, j'ai mes frères et sœurs qui ont eu des enfants. Donc je vois ce que c'est, mais aussi, j'ai des personnes autour de moi qui ont pris plus de 2 ans avant d'avoir un enfant. Donc je savais que voilà, c'était pas immédiat du tout. J'avais vu ma sage-femme, j'avais fait le bilan pour voir si tout allait bien, quoi. Et même ma sage-femme, elle m'avait dit, bah, c'est possible que vous preniez 1 an sans pour autant que ça veut dire qu'il y a un problème chez vous. Donc voilà, j'ai essayé de me dire, de pas mettre la pression, de me dire, ben voilà, ça peut prendre du temps. Je sais qu'il y avait des gens qui disent, mais il faut pas y penser, etc. Et en plus de ça, je sais que on entend souvent dire que le stress impacte les chances d'avoir un enfant. Et moi, je suis une personne très stressée, anxieuse, et surtout, en fait, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à ne pas y penser pour tomber enceinte, en fait. Parce qu'on voit beaucoup ça, en fait. N'y pense pas et tu verras, ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'on entend ça? Et je trouve que ce conseil, il est ignoble. À quel moment tu ne peux pas penser au fait que tu es en train de vouloir un enfant alors que c'est un changement incroyable dans ta vie, quoi. Enfin, c'est quand même un projet qui métamorphose ta vie. Donc, comment c'est possible de pas y penser? Enfin, en tout cas, moi, je n'arrivais pas à ne pas y penser. Je vous le dis, c'était pas possible. Je pense que j'y pensais tous les jours, clairement. Du moment où on a décidé qu'on se lançait dans ce projet-là. J'ai commencé à faire des recherches aussi sur bah, la fertilité, sur comment fonctionne mon corps, le cycle. J'avoue que je connaissais pas totalement. Sur comment marche l'ovulation, sur qu'est-ce qui peut améliorer ma fertilité, mes chances de tomber enceinte. Enfin voilà, j'y pensais tous les jours. Je regardais des informations sur les réseaux, etc. J'essayais de me limiter en vrai pour pas non plus que ça me monte trop à la tête. J'arrivais à faire d'autres choses, à vivre, à travailler, etc., hein. Mais voilà, en tout cas, les personnes qui disent il faut pas y penser, peut-être il y a des personnes qui arrivent, mais si jamais vous êtes en projet bébé et que vous y pensez et que vous culpabilisez, je vous déculpabilise. C'est tout à fait normal d'y penser en fait. Et donc voilà, et je m'étais dit aussi, enfin voilà, quand j'approchais la date de mes règles, je me suis dit, bon, Mathilde, c'est pas possible que tu tombes enceinte. J'avais même regardé les probabilités de tomber enceinte du premier coup, elles étaient vraiment très faibles. Du coup, je m'étais dit, bah voilà, te fais pas d'idées. Mais pour autant, d'ailleurs, je voudrais dire quand même un truc par rapport au fait qu'on dise, il faut pas trop y penser, etc. J'avais fait quand même un choix dans l'état d'esprit dans lequel j'étais on s'est lancé dans le projet bébé, c'est que justement, je me suis projetée enceinte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, quand j'étais malade, je me suis beaucoup projetée guérie. C'est-à-dire que j'étais malade et je me projetais guérie. Et en fait, j'ai vu que ça a énormément aidé mon corps, aidé mon cerveau du moins. Quand j'étais malade, je disais à mon cerveau, voilà, il existe un chemin où tu es guéri et c'est possible d'aller vers ça. Et en fait, je me faisais de la visualisation, j'en parle dans mon livre aussi, dans mon roman L'anorexie, mon bouclier mortel. Je faisais de la visualisation où je me projetais dans quelques années, dans quelques mois guéri, et je ressentais des émotions positives. Et en fait, ça indiquait à mon cerveau que ça, c'était un chemin positif et que du coup, ça pouvait lui donner envie de l'emprunter. Je suis persuadée que ça m'a aidée. Et d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui montrent les bienfaits de la visualisation. Alors évidemment, ça ne permet pas de guérir des troubles alimentaires, mais c'est sûr que ça m'a aidée, en tout cas dans mon cas. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser cette méthode, encore une fois, de visualisation, parce que c'est quelque chose qui me convient. Et en fait, très souvent, je me projetais en annonçant la grossesse à mes proches, en m'imaginant porter mon enfant, etc. Et ça m'apportait beaucoup de sentiments positifs. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, mais du coup, tu pourrais être hyper déçu si jamais tu tombes pas enceinte. Ben, en fait, que je l'ai fait ou non, ça n'aurait pas atténué, ma déception ni la souffrance que j'aurais eue de pas tomber enceinte, en fait. Donc du coup, j'ai vraiment décidé de faire ça et je pense quelque part que ça m'a aidée parce que j'ai vu aussi des études, sur ça. Après, je dis pas du tout que c'est magique, vraiment, je pense que ça peut aider. C'est pas du tout quelque chose qui a une conséquence, cause à effet direct, mais je pense que ça m'a aidée
Et du coup, on arrive, les jours où, je dois avoir mes règles. Alors je suis pas réglée, enfin, généralement, je suis assez bien réglée, donc j'ai plus de moyens de contraception aujourd'hui, donc c'est vraiment, mes règles naturelles. J'avais, arrêté la pilule depuis 3 ans, j'ai plus de moyens de contraception depuis 3 ans, mais voilà, on faisait attention et du coup, j'ai eu 1 ou 2 jours de retard de règles, mais j'y pensais tellement que je me suis dit: «Ça m'est déjà arrivé». Par contre, de penser, par exemple, justement, des fois où, on n'était pas du tout en projet bébé et que j'avais peur de tomber enceinte, j'y pensais tellement que justement j'avais, 10 jours de retard, alors qu'en fait j'étais pas du tout enceinte. Donc je savais que la psychologie impactait mes cycles et du coup je me suis dit: «C'est sûr, c'est ça». Enfin vraiment, je me suis dit: «C'est pas possible que je tombe enceinte du premier coup». Je suis tellement pessimiste en vrai et tellement, dans le truc de me dire, «C'est pas possible de tomber enceinte tout de suite», que j'étais en mode pessimiste et je me suis dit, «C'est le fait d'y penser qui fait que j'ai un retard». Et je suis remontée dans le nord, du coup, fin mars, dans ma famille pour, le baptême de mon filleul, le fils de ma sœur. Donc je suis en projet bébé, il y a une seule de mes copines qui le sait, je l'ai dit à personne pour l'instant, on vient de commencer, donc je le dis à personne pour l'instant. Et là, je, vais boire un verre avec des copines et je me rappelle que je me dis: «Est-ce que je prends de l'alcool?» Et après je me dis: «Mais oui Mathilde, tu vas pas t'arrêter de vivre, enfin voilà, bon ça c'est un choix, que chacun fait, mais je me suis dit: «C'est pas possible que je sois enceinte» et cetera. Donc j'ai pris un cocktail, dernier cocktail que j'ai pris. Je prends ce cocktail avec mes copines. Le lendemain, toujours pas mes règles et donc du coup, j'en parle avec cette copine qui est au courant que je suis en projet bébé et je lui dis: «De toute façon là, c'est pas possible que je sois enceinte parce que j'ai tous les symptômes de mes règles. Je ressens des tiraillements et cetera dans mon utérus». Et elle, qui a déjà eu un bébé, elle me dit: «Ah mais moi, j'ai ressenti exactement, ça quand je suis tombée enceinte, quand j'étais enceinte de son fils, quand elle était enceinte de son fils, elle a ressenti ces tiraillements-là exactement comme quand elle avait ses règles. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ok, il y a possibilité d'eux. Et en fait, le lendemain, j'avais le baptême. Donc, du coup, je me suis dit, je vais reboire de l'alcool. Donc, je vais quand même faire un test au cas où, en fait. Donc, on est le samedi 23 mars, il me semble, où c'est le baptême de mon filleul. Donc, je me lève aux aurores pour faire le test de grossesse. Il est genre 6h30 quand je me réveille. Je fais le test de grossesse. Je suis chez mes parents. Arthur n'est pas avec moi, il est à Lyon. Et je prends un test de grossesse Clear Blue. Donc, c'est littéralement écrit enceinte ou pas enceinte. Donc, du coup, il n'y a pas de risque de mal lire le test. J'attends, etc. Et je regarde, mais d'un côté, je m'y attends pas forcément, quoi. Et là, je vois enceinte. Et genre, ça fait une explosion de bonheur en moi. Et en même temps, d'incompréhension, quoi. J'ai jamais. Enfin, c'est mon premier test et je vois enceinte. Du coup, je me rappelle que je me recouche et que je me dis. Déjà, première chose que j'écris sur Google, c'est test de grossesse positif, que faire? Et donc là, je tombe sur plein d'articles de personnes qui veulent pas forcément avoir un bébé. Mais c'est surtout que je me dis, attends Mathilde, c'est le premier test que tu fais, ça se trouve c'est pas fiable, tu recommenceras demain. Et donc là, je vais au baptême de mon filleul, où enfin, j'ai ça en tête, etc. Je commence du coup à faire gaffe à ce que je mange parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai pas le droit, etc. en étant enceinte. Et surtout, première chose que je fais aussi, c'est que j'envoie un message à ma sage-femme en étant affolée, en disant oh mon Dieu, hier j'ai pris un cocktail et je viens d'apprendre que je suis enceinte. Mais du coup, elle m'a rassurée en me disant qu'au début, il n'y avait pas du tout de lien entre le bébé et ce que je prends, donc il n'y avait aucun impact de ce verre-là. Et que tant que maintenant, bah, je prenais plus d'alcool, tout allait bien. Donc voilà, et le lendemain matin, j'ai refait un test qui est positif aussi. Et alors là, quand j'ai fait ce test-là, mon cœur battait à 1000, mais j'entendais mon cœur battre parce que je me suis dit, j'avais tellement peur en fait qu'il soit négatif. Donc il était positif. Et le lundi, j'étais toujours dans le nord dans ma famille, donc je pouvais rien dire à personne, je voulais rien dire. Et je l'avais toujours pas dit à Arthur non plus. Et donc le lundi, j'ai fait un test. Un test sanguin pour voir ce qu'il y avait bien, mon hormone HCG qui avait augmenté, parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est une grossesse nerveuse, enfin vraiment pessimiste jusqu'au bout. Et donc, je vois que que j'avais bien mon taux d'hormones qui avait augmenté. Donc, du coup, j'ai trouvé chez mes parents une vieille boîte à cigares dans leur cave. J'ai mis des 2 tests de grossesse. J'avais tellement hâte de rentrer à Lyon, vous n'imaginez même pas. J'arrêtais pas de dire à mes parents, oh, j'ai hâte de rentrer et tout. Ma mère, elle disait que j'en avais marre d'être dans le Nord, mais j'avais tellement hâte de retrouver Arthur et de lui annoncer. Et du coup, Arthur, le lundi soir, je rentre, genre 23h30 et tout, je range tous mes affaires et je lui dis: «Ah, j'ai trouvé un truc marrant chez mes parents, tu vas voir». Mais j'ai réussi à garder mon calme et tout. Et donc il a pris, j'ai pas filmé parce que sinon ça aurait été trop flag. Il a pris la boîte, mais vraiment, il m'a dit, il ne s'y attendait absolument pas parce on venait de commencer quoi, les essais bébés.
et il a ouvert la boîte et il était hyper ému. Enfin bref, c'était un moment trop de bonheur, mais vraiment incroyable. Et comme j'ai dit dans le premier épisode de podcast, sur le sujet de la grossesse, là, je sais que vraiment, on est extrêmement chanceux d'être tombé enceinte tout de suite et j'ai une gratitude infinie envers ça, vraiment. Je sais il y a plein de personnes qui ont beaucoup plus de mal et vraiment, je suis de tout cœur avec ces personnes-là. Mais comme quoi, du coup, c'est possible de tomber enceinte après un trouble alimentaire. Ça montre aussi que le corps se remet bien d'un trouble alimentaire. Et d'ailleurs, comme j'ai dit aussi dans le premier épisode, l'épisode précédent, après j'arrête de me répéter, hein, mais ma mère et Arthur, quand je leur ai annoncé ma grossesse, m'ont dit, ils pensaient que j'allais avoir beaucoup plus de mal à avoir un enfant à cause de mon passé avec les troubles alimentaires. Et ma mère m'a même dit qu'elle avait peur que je n'y arrive pas en fait. Et j'étais grave étonnée parce que moi vraiment j'avais pas peur du tout de ça parce que moi j'avais vraiment confiance en mon corps, je savais que j'étais totalement rétablie et que mon corps ne manquait de rien. Mais je m'attendais pas pour autant à tomber enceinte direct, hein, mais en tout cas heureusement qu'il me l'avait pas dit parce que je pense que vraiment ça aurait pu impacter psychologiquement sur mes essais bébés. Mais en tout cas voilà, je suis désolée parce que ça a pris un quart d'heure au moins que je vous explique comment je suis tombée enceinte, etc. J'avais envie de vous parler de tout ça. Je poursuis sur la suite. Vous m'avez demandé comment je vais maintenant, mais on m'a aussi posé la question de comment s'est passé mon premier trimestre. Donc j'y vais étape par étape. Mon premier trimestre a été très compliqué. Du coup, en mars, ça va. Enfin, du coup, j'avais 1 mois de grossesse. Au début, j'avais pas de symptômes. Et au bout de 5-6 semaines de grossesse, donc d'aménorrhée, on parle en semaine d'aménorrhée, je suis tombée malade en fait. J'ai eu des nausées, des reflux gastriques, mais énormes, vraiment bien plus que quand j'étais malade. Et j'étais fatiguée, j'étais vraiment pas bien. Ma sage-femme m'a mise sous un médicament parce que si je prenais pas ce médicament-là, je vomissais. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Du coup, ça m'impactait psychologiquement. Je pleurais tout le temps. Mes hormones, en fait, étaient on fire et du coup, je pleurais tout le temps. J'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et c'était très compliqué parce qu'en plus, il y a ce truc de il faut pas le dire. Donc, bah, clairement, il y en a qui attendent 3 mois. Moi, j'ai pas attendu 3 mois. J'en ai parlé à ma sœur, à mes parents, mes beaux-parents, parce que j'avais besoin de le dire à des personnes proches parce que j'étais dans une solitude énorme. Et j'étais vraiment, vraiment pas bien, physiquement et psychologiquement. En plus de ça, il faut parler quand même de quelque chose, la peur de faire une fausse couche. Bah, je pense que de base, je suis une personne anxieuse, donc forcément, et en plus pessimiste, donc forcément, j'ai toutes ces questions-là qui viennent. Mais c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup renseignée et je l'ai quand même beaucoup vu. La peur de faire une fausse couche, elle est très présente et c'est très dur parce qu'en fait, les fausses couches, du coup, ça arrive sur une grossesse sur 5 et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment peur. Moi, c'est quelque chose qui était hyper dur. Enfin, mon premier trimestre, je l'ai trouvé extrêmement long parce qu'en fait, tant qu'on n'avait pas fait la première échographie du 3e mois, c'était pas sûr en fait que le bébé était bien implanté, qu'il allait bien, etc. Et ça, c'était vraiment compliqué. Je me rappelle aussi que j'ai fait 2 malaises, des malaises vagos, mais bon, voilà, du coup, un où j'ai eu hyper mal au ventre en même temps, donc j'ai cru que je perdais le bébé, donc j'ai été emmenée à la maternité, aux urgences, et cetera. Bon, au final, tout allait bien, mais pareil, c'était psychologiquement pas simple à vivre. Et enfin voilà, globalement, je n'ai vraiment pas aimé ce premier trimestre qui a été très long, où en fait aussi, je me suis rendu compte, enfin moi, je me rappelle que je m'étais dit: «Mais tomber enceinte, c'est incroyable» et cetera. En fait, on m'avait pas parlé de ça. On m'avait pas dit à quel point, ça pouvait être difficile le premier trimestre et c'est vrai qu'il y a un peu cette, romantisation de la grossesse où on dit: «Bah, tu verras, t'as une peau incroyable, t'as des cheveux incroyables, t'es rayonnante, tout va bien, tu tellement heureuse d'avoir ton enfant» et cetera. Mais moi, j'avais des grandes questions existentielles qui venaient, dans ma vie. J'avais des cauchemars aussi, enfin, j'étais vraiment pas bien et du coup, je me suis dit: «Mais on m'a menti, c'est ça d'être enceinte?» Et en plus, on m'avait dit: «Bah, tu verras, tous tes symptômes». Après, on essayait de me rassurer en me disant: «Tous tes symptômes, bah, ils s'arrêtent au 3e mois» et ben, moi, ça a duré jusqu'au 4e mois. Donc du coup, en fait, j'ai même cru que j'allais être malade tout le long de ma grossesse et d'ailleurs, ça existe. Il y a des femmes qui sont malades tout le long de leur grossesse et force à elles parce que c'est vraiment pas simple et quand on souffre, le temps est très long et je sais que vous le savez parce que, quand j'étais malade, ben, enfin bon, je m'en rendais pas toujours compte mais en tout cas,
C'était vraiment, vraiment pas simple ce premier trimestre. Et voilà, je voulais être transparente là-dessus parce que je veux pas être le genre de personne qui dit que tout est beau, tout est rose. Ça peut être vraiment compliqué. Alors, j'ai plein de copines qui ont eu un premier trimestre super bien ou alors qui ont été fatiguées, mais pas au point où moi j'ai été malade. Est-ce que c'est parce que j'ai eu des problèmes digestifs avec mes troubles alimentaires que j'ai eu plus de problèmes digestifs mon premier trimestre? Je sais pas. Franchement, on peut pas du tout faire un lien de cause à effet parce que ma sage-femme elle m'a dit qu'il y a plein de femmes qui ont des problèmes comme moi et qui n'ont pas eu de troubles alimentaires. Et ensuite, moi, je sais que je suis quand même très sensible aux hormones. Globalement, enfin, j'avais de l'acné. Là, pendant ma grossesse, j'en ai beaucoup moins, mais j'ai toujours eu beaucoup d'acné. Quand j'avais mes règles, j'étais très sensible émotionnellement. Donc voilà, je sais que je suis sensible aussi aux hormones, mais voilà. En tout cas, mon premier trimestre a été très très compliqué. Par contre, mon deuxième trimestre est vraiment super cool. Donc depuis le quatrième mois où j'ai retrouvé toute mon énergie, parce que du coup, pour vous expliquer, premier trimestre, je ne travaillais même plus, hein. J'étais vraiment dans mon lit, je bougeais plus. Enfin, c'était très compliqué. Et du coup, deuxième trimestre, bah, en fait, je pense que ça contrebalance tellement avec le premier trimestre qui était difficile que je profite à fond. J'ai vraiment vachement plus d'énergie, j'ai repris le boulot. Du coup, là, en plus, bah, on voit à l'écho que le bébé se développe bien. Je sais que c'est un garçon, donc je l'ai su dès le premier trimestre, ça, enfin, dès la première écho du troisième mois. Donc, on a eu de la chance de le savoir tôt. Du coup, moi, je trouve ça cool parce que ça me permet de me projeter. J'ai pu acheter, on a commencé sa chambre, enfin, on l'a presque terminé d'ailleurs. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup plus de concret dans le deuxième trimestre. On peut en parler, on fait les annonces. Les annonces, c'était trop trop cool. C'est en fait, enfin vraiment là, le deuxième trimestre, j'ai limite envie de dire que je nage en plein bonheur. J'ai toujours quelques désagréments, genre des tiraillements, quelquefois des contractions le soir, mais c'est pas des contractions de travail, hein, c'est contractions de fatigue, tout ça. Mais globalement, vraiment, je vais bien. Je vais vraiment bien. Là, je commence à avoir quelques symptômes et on m'a dit que généralement, troisième trimestre, il y a tous les symptômes qui reviennent. Je vous dirai ça plus tard. Là, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce que le bébé va bien? Oui, il va bien. On a fait l'échographie de toutes les anomalies, tout va bien. Et moi, aujourd'hui, je vais très bien. Et donc voilà. Je vais maintenant parler de mon rapport au corps. Je suis désolée, ça fait genre 22 minutes. J'ai l'impression que ce que j'ai dit avant, ça n'intéresse clairement pas tout le monde, mais voilà. Bon, maintenant, on va peut-être plus rentrer dans le vif de ce qui vous intéresse, mon rapport au corps. Donc, comment je réagis à la prise de poids? Alors, pareil, je vais être 100% transparente avec vous. Donc là, je vais répondre aux questions. Comment je réagis à la prise de poids? Est-ce que la prise de poids me fait peur? Donc, quand je vous dis que je vais être transparente, je m'étais demandé est-ce que je le dis? Alors, en gros, moi, je vous avais dit depuis pas mal de temps, je connaissais plus mon poids. Je suis pas remontée sur une balance depuis 2018. Ma gynéco le savait, enfin, je lui avais dit que je voulais pas connaître mon poids, et cetera. Donc du coup, je ne connaissais pas mon poids. En gros, je faisais des poids aveugles, c'est-à-dire que je montais sur la balance et elle notait mon poids. Donc j'ai réussi à pas savoir mon poids, les 3-4 premiers mois. Et puis on doit faire ensuite, un test pour, savoir, si le bébé a la trisomie. Et en fait, pour ça, dans leurs calculs, pour, savoir, les probabilités entre guillemets d'avoir un enfant qui souffre, enfin qui est porteur de la trisomie, ils ont besoin du poids. Et donc du coup, bah, je savais qu'il y avait, enfin, il y avait ça rentrait dedans, mais pareil, je voulais pas le savoir. Donc à chaque fois, Arthur, il vient avec moi au rendez-vous et elle lui donne mon poids, donc lui, il le savait. Donc du coup, elle avait rempli le papier, et cetera, pour donner, au je sais plus où, enfin, au laboratoire. Et quand j'ai été au laboratoire, j'ai dû signer un papier où en gros mon poids était littéralement écrit au milieu de la feuille. Donc je l'ai vu sur mon poids d'avant grossesse. Donc du coup, j'ai su mon poids. Comment j'ai réagi à ça? Bah, écoutez, je me suis dit, déjà, j'ai été grave étonnée. Donc ça, c'est aussi pour vous dire, en fait, moi, j'étais persuadée que je faisais un poids supérieur à avant de tomber malade. Et en fait, non. Je fais un poids quasiment égal, voire, enfin, en tout cas, faisais un poids quasiment égal, voire un tout petit peu en dessous, mais vraiment un tout petit peu de quand je suis tombée malade. Donc déjà, première chose, j'avais vraiment plus du tout de notion du poids. Et du coup, j'ai vu ça. Comment j'ai réagi? Pas mal du tout parce qu'en fait, je me suis dit, dans tous les cas, tant que je connais pas, ma variation du poids, et cetera, il y a pas de problème, c'est pas grave si j'ai su mon poids. Enfin, ça m'a pas du tout impacté, vraiment pas. Puis j'ai avancé dans la grossesse. Au début, j'avais trop hâte de voir mon corps changer. J'avais trop hâte de voir mon ventre,
s'arrondir, et cetera. Même je trouvais ça long et tout. Et puis, petit à petit, à partir du 4e mois, il a commencé à bien se voir. 5e mois, j'ai commencé à vraiment, avoir mon ventre qui, poum, d'un coup, il a sorti et 6e mois, encore plus. Donc là, je suis à un peu plus de 6 mois et demi. Et donc là, pour être honnête, alors j'adore mon corps, j'adore mon ventre. D'ailleurs, j'ai jamais autant aimé mon ventre. C'est-à-dire que quand j'étais malade, je détestais mon ventre et même après, j'ai jamais trop aimé mon ventre. Donc du coup, j'ai toujours porté des vêtements amples et tout. Et là, depuis que je suis enceinte, j'ai acheté plein de vêtements qui collent à la peau pour qu'on voit que je suis enceinte, tellement j'aime mon ventre parce que, bah, il porte la vie, en fait. Donc ça, je le vis super bien, mais j'ai peur de l'après. J'ai peur de, comment ça va se passer une fois que j'aurai plus mon bébé dans le ventre justement, donc après l'accouchement. Et aussi, donc là, j'ai ma gynéco qui, ne peut pas, être là pour la prochaine échographie, qui est la dernière avec elle, puisqu'après je passe à la maternité. Et en fait, du coup, elle a dû faire un dossier qu'elle va donner à sa remplaçante. Et sur ce dossier, qui est d'ailleurs le dossier que je dois aussi donner à la maternité, il est écrit la variation de poids. Mais pour vous dire, j'ai même pas fait le calcul, parce que je veux pas savoir mon poids. Mais du coup, j'ai vu la variation du poids que j'ai pris. Je vais pas dire que ça m'a rien fait. Enfin, en fait, j'y ai réfléchi. Dans le sens où je me suis dit, ah ouais, ça fait bizarre d'avoir pris ce poids-là depuis que je suis enceinte. Donc, ça fait 6 mois et demi. C'est la première fois que mon corps reconnaît des variations de poids depuis que j'ai été malade. Oui, psychologiquement, ça m'a fait bizarre sur le coup. Après, très vite, je me suis dit, bon, Mathilde, il faut t'armer de bienveillance avec toi. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, je suis dans la norme, mais même si j'étais pas dans la norme de la prise de poids, pour la grossesse, c'est tout à fait normal parce que bah, c'est mon bébé, c'est le liquide amniotique, c'est le sang en plus dans mon corps. Enfin, c'est tout ça en fait qui pèse le poids. Et du coup, on m'a posé la question comment supporter les changements du corps après l'accouchement. Bah, c'est justement ça, moi, qui me fait peur en effet. Par contre, je je sais pas du coup répondre à cette question et si vous voulez, si ça vous intéresse, je ferai un épisode de podcast une fois que sur le postpartum en fait, une fois que j'aurai accouché pour gérer ça. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était hyper important de s'armer de bienveillance et de patience. En fait, toutes les clés que j'ai dû développer pour ma guérison, elles me sont hyper utiles là maintenant. Et ça, vous voyez, quand on guérit d'un trouble alimentaire, on récupère d'un trouble alimentaire et en fait, on gagne quelque chose dans le sens où vous allez utiliser des outils que vous allez ensuite garder pour toute votre vie, qui vont être utiles pour toute votre vie. Et la bienveillance, la compassion, etc., c'est hyper important. Et moi, j'en ai eu besoin déjà dès le premier trimestre parce que j'étais malade comme je sais pas quoi. Mais là aussi parce que, bah, en fait, mon corps évolue et je pense même pour une personne qui n'a pas eu de trouble alimentaire, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, je le vis très bien, comme je dis, mais j'ai peur, j'anticipe en gros, parce que je suis toujours dans l'anticipation, de comment je pourrais réagir une fois que mon bébé sera né. Et parce que je sais que c'est une période qui est compliquée, même pour des personnes qui n'ont pas de trouble alimentaire. Mais d'ailleurs, là que je suis guérie, je me rends compte à quel point c'était pour moi primordial d'être guérie avant d'avoir un enfant, avant de tomber enceinte parce que je me rends compte de bah, les changements, etc., que ça peut apporter. Je me suis dit, mais si j'avais pas été guérie, je pense que ça aurait été clairement difficile, que je pense que j'aurais peut-être pas mangé à ma faim, j'aurais peut-être tenté de faire plus de sport, enfin même faire du sport tout court, peut-être de réduire mon apport alors que j'en ai besoin pour mon bébé. Et ça m'aurait mis en danger moi, ça aurait mis en danger le bébé. Et je pense aussi que ça genre le postpartum, je l'ai pas encore vécu, mais c'est quelque chose sur lequel je me renseigne énormément, je vous en parlerai après. Mais je me rends compte aussi que le postpartum, c'est une période où je vais avoir besoin d'énormément d'énergie. Et heureusement, encore une fois, que je suis guérie de mon trouble alimentaire, parce que je le dis tout le temps, la guérison d'un trouble alimentaire demande énormément d'énergie. Et j'aurais pas eu cette énergie à consacrer à ma guérison, puisque j'aurais été, enfin, en postpartum, je vais être 100% focus sur mon bébé, ce que toute maman a besoin de faire, en fait. Et du coup, c'est pour moi un gros risque de rechute des troubles alimentaires si ta guérison, elle n'est pas consolidée. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent. Mais vraiment, j'insiste sur ça. C'est mon retour d'expérience que je n'ai pas de grossesse en ayant un trouble alimentaire, mais je me dis que si j'avais eu un trouble alimentaire, enfin vraiment, ça aurait été compliqué. Donc voilà comment je réagis par rapport à mon poids, mon corps qui change. Encore une fois, je suis hyper contente parce que j'aime trop voir la vie
en moi. D'ailleurs, là, j'avoue que j'arrive dans ce deuxième trimestre, mes cheveux, ma peau sont plus beaux. Donc c'est cool en vrai. C'est des avantages de la grossesse que j'avais pas du tout au premier trimestre. Et c'est vrai que enfin, vraiment, je suis bien dans mon corps. Comme je vous dis, je mets des choses qui me collent à fond alors que jamais j'ai été comme ça. En story, je vous ai montré des photos de moi où j'étais pas maquillée et tout. Je m'en fous complètement parce que je suis tellement heureuse d'être enceinte. Et enfin voilà, ça prend le au-dessus. Mais je pense que c'est vraiment important de se préparer au postpartum. Et du coup, par rapport à mon rapport à l'alimentation, vous m'avez aussi beaucoup demandé, est-ce que j'ai un rapport à l'alimentation qui a changé? Est-ce qu'il a été impacté? Est-ce que j'ai dû augmenter mes apports? Donc, moi, du coup, pour rappel, enfin, je prône la guérison totale. C'est complètement possible. J'ai aujourd'hui plus du tout de restrictions, plus du tout de compensation. Je calcule plus mes calories depuis 3 ans. Enfin, je mange à ma faim, je mange ce que je veux. J'ai pas d'aliments que je m'interdis, etc. Et ça, pareil, pour moi, c'est heureusement que j'étais guérie parce que mon alimentation a été impactée au premier trimestre. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de reflux, beaucoup de nausées. Et du coup, je devais manger, mais quasiment tous les heures et demie. Je ne sais pas parce que je calcule pas. Mais je pense clairement que mon apport a augmenté déjà ce premier trimestre parce qu'il y a des gens, ça leur coupe l'appétit. Moi, j'avais toujours faim. C'est juste que c'était hyper compliqué parce que je digérais mal, j'avais mal, etc. Et j'avais toujours un mauvais goût dans la bouche. Enfin, c'était vraiment ignoble. Donc clairement, ça a impacté comme ça et depuis le deuxième trimestre, oui, j'ai plus faim. J'ai plus des envies sucrées et cetera. Bon après, j'ai toujours été quelqu'un de gourmand qui mange pas mal de sucre, mais du coup, ça n'a pas changé et même, enfin voilà, j'ai parfois plus souvent faim, je me fais plus de collations. Je mange vraiment quand j'en ai envie, en fait. Et ça, heureusement que, je suis guérie parce que, je pense que clairement ça peut être compliqué à gérer. Après, encore une fois, on a tous des grossesses différentes et moi, je vis des choses comme ça. J'ai des copines qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas l'impression qu'elles avaient plus faim et qu'elles ont mangé plus pendant leur grossesse. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, je sais que ma sœur, elle m'a fait ce retour-là aussi où elle avait plus faim, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Mais en tout cas, mon alimentation, elle a pas changé, vraiment pas. Je sais d'ailleurs qu'il y a des personnes qui vont faire, vachement plus attention à ce qu'elles mangent en termes de qualité nutritionnelle et cetera pour le bébé. Je C'est très bien. Quand je dis des personnes, c'est même des personnes qui ont pas de troubles alimentaires. J'avoue que j'ai pas voulu aller dans ces trucs-là parce que, bah, j'ai un passif avec les troubles alimentaires et que j'ai pas du tout envie, ne serait-ce que de remettre en place des choses regarder des aliments qui sont sains, machin, machin, parce que, j'ai envie de rester, connectée à mes sensations de faim et de satiété, en fait. J'ai pas du tout envie d'être dans le contrôle de ces sensations-là. J'ai pas envie de me déconnecter de ça parce que c'est quelque chose que j'ai pris énormément de temps de retrouver mes sensations de faim et de satiété, de répondre à mes besoins corporels. Donc, je veux pas me déconnecter de ça. Donc voilà pour mon rapport à l'alimentation et au corps. Je pense que c'est des sujets qui vous intéressaient beaucoup. Est-ce que j'ai des peurs particulières? Ça, c'est des choses qu'on m'a demandé. Alors, l'accouchement, est-ce que ça me fait peur? J'avoue que je suis pas encore, à fond en train d'y penser. Je me réserve ça pour le dernier trimestre qui commence bientôt. Mais je pense que j'aurai plus d'appréhension, à la fin. Après là, je vais commencer les cours à la parentalité, donc avec la sage-femme, qui est quelque chose qui est pris en charge par, la sécurité sociale et je pense que, bah, du coup, ça va mieux m'y préparer. Après j'avoue, je dois quand même avouer, je consomme énormément de contenu sur, la maternité, sur le postpartum, sur l'accouchement et cetera, mais vraiment genre quasiment tous les jours. Donc je me renseigne énormément. Moi, je suis partisan de ceux qui disent, que quand on a le savoir, ben, on a plus de pouvoir. D'ailleurs, enfin vraiment, je lis plein de livres où ils disent que c'est hyper important de savoir des choses. Après, il y a d'autres personnes qui veulent pas du tout savoir et chacun vit sa maternité à sa façon. Mais du coup, l'accouchement pour l'instant ça va. Dans tous les cas, je me dis: «Bah, je vais devoir y passer». J'ai pas le choix donc ça va vraiment comme j'insiste sur ce qui me fait peur, c'est vraiment le postpartum. J'ai peur en fait, de pas reconnaître mon corps. J'ai peur de ressentir des sensations enfin, je suis pas à l'aise encore avec mon corps en fait, j'ai jamais été à l'aise dans ma vie avec mon corps. J'aime mon corps. J'accepte mon corps, mais voilà, j'ai pas une relation fluide avec, même, tous à chaque fois que je me fais ausculter et cetera par ma sage-femme, alors que ma gynéco, je veux dire, alors que j'ai une confiance 100 avec elle et cetera, bah, je suis pas à l'aise. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, même d'être dénudée et cetera, je suis jamais trop à l'aise, donc ça, c'est pas marrant pour le postpartum, j'ai vraiment peur d'avoir mal, j'ai peur d'avoir une déchirure, j'ai peur
des lochis. Donc les lochis, c'est quand il y a des saignements après l'accouchement pendant 2 3 semaines. Ça, moi, par exemple, je ne savais pas du tout qu'il existait. Je trouve qu'on parle pas assez de toutes ces choses-là, en fait. On ne prépare pas assez au postpartum. Et en fait, en Europe, on n'en parle pas encore beaucoup, enfin, surtout en France, en vrai. Et du coup, moi, je lis beaucoup de livres. Donc, je lis un livre qui s'appelle Le Mois d'or, qui est clairement le mois juste après l'accouchement. Et La vie rêvée du postpartum de Anna Roy, qui est la sage-femme de la maison des maternelles. Et en fait, enfin voilà, moi je me prépare énormément au postpartum parce que je sais que c'est là où beaucoup de choses se jouent. Et si je vais mal, bah, mon bébé ira mal, la famille ira mal. Donc c'est hyper important. Voilà, donc c'est plus ça. J'ai peur du postpartum, j'ai peur de mal gérer le manque du sommeil, j'ai peur de pas savoir décoder les pleurs de mon bébé, j'ai peur de pas savoir faire, j'ai peur de pas savoir l'habiller. Enfin, j'ai plein de peurs parce que je suis une personne angoissée et que assez pessimiste. Et du coup, ça, c'est voilà, ça me demande de beaucoup me préparer, de beaucoup me renseigner, de beaucoup en discuter. Et d'ailleurs, je vais vous parler juste après de ce que je mets en place pour gérer mon stress. Mais j'ai peur aussi de mon avenir professionnel, parce que du coup, pour vous situer un peu, comme je m'attendais pas du tout à tomber enceinte tout de suite, je m'étais dit que j'allais me reformer en marketing digital pour avoir des compétences supérieures, vraiment avoir mon cercle de clients plus important, parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup de clients. Puis encore moins parce que j'ai été malade les 3 premiers mois, donc j'étais plus capable de travailler. Donc en fait, je voulais avoir une sécurité professionnelle que je n'ai pas eu le temps d'implanter puisque je suis tombée enceinte tout de suite. Aucun regret, enfin très très heureuse d'être tombée enceinte. Mais du coup, bah, aujourd'hui, je me suis dit qu'en fait, j'allais retourner en salariat une fois une fois qu'on aura trouvé une garde pour le bébé, donc qui sera pas avant septembre 2025. Parce que à Lyon, enfin, c'est beaucoup des contrats qui se font de septembre à septembre chez les assistantes maternelles. Mais bref, tout ça pour vous dire que je sais que d'ici 1 an, je vais retourner en salariat, après 3 ans chez moi, enfin en tant qu'indépendante. Donc j'ai beaucoup de stress par rapport à ça. Je sais pas si j'ai encore envie de faire du marketing digital. Enfin, je sais pas du tout comment sera ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très stressant pour moi quand même. Parce que je suis une personne qui aime bien anticiper, qui aime bien savoir comment vont se passer mes prochains mois. Et c'est vrai que la maternité, même la grossesse, c'est vraiment vivre au jour le jour et découvrir en fait. Enfin, ça, j'ai bien compris que c'est pas parce que c'est ton enfant que c'est une copie conforme de toi. Et donc, ça va être un être qu'on va devoir découvrir. Il y a énormément de choses qu'on va devoir découvrir. Et c'est tout ça qui me fait peur. Mais il faut que je me fasse confiance, ça va le faire. J'ai peur aussi de pas avoir de sang pour moi. Vous voyez, j'ai quand même plein de peurs. Mais en vrai, c'est des peurs saines, je pense. Et puis, c'est des choses, du coup, que j'aborde dès maintenant. C'est pas quelque chose que je vais me prendre en pleine figure au dernier moment. Donc, du coup, je pense que c'est pas non plus malsain. Bon, j'ai des moments où c'est malsain, où j'y pense tout le temps et je suis en train de ressasser, clairement. Mais sinon, c'est quand même des choses voilà, auxquelles moi, j'ai toujours eu besoin de réfléchir, d'intellectualiser les choses, de me renseigner, etc., pour mieux gérer les choses. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que j'avais ressenti pas mal de pression par rapport à l'allaitement. Parce que, ben voilà, au début, je m'étais dit, bah oui, je vais allaiter, c'est évident, tout le monde allaite, etc. Mais en fait, j'en ai fait des cauchemars et tout, enfin, hyper compliqué pour moi. Du coup, j'ai fait le choix de pas allaiter. Je vais tester la tétée d'accueil, mais vraiment, je veux pas me mettre de pression et je pense pas allaiter parce que je suis pas du tout assez à l'aise avec mon corps pour allaiter. Et ça, bah pareil, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle vraiment pas beaucoup. Et j'avais vu une psychologue en périnatalité du coup par rapport à ça qui m'avait dit, en fait, on parle tellement de l'allaitement et on ne parle pas du tout du biberon que du coup, les femmes qui ne veulent pas allaiter, ben elles culpabilisent à fond, quoi. Donc voilà, ben, peut-être que je serai jugée sur ça, mais pour me préserver moi et pour préserver mon bébé, j'ai fait ce choix-là parce qu'en fait, elle m'a expliqué que si j'allaite, parce que moi au début je voulais allaiter pour lui, pour tous les bienfaits que ça allait lui apporter, elle m'a dit oui, mais si vous êtes stressé, que bah, du coup lui il va sentir en fait que c'est un moment stressant et ça va pas du tout bien se passer, même votre montée de lait elle va pas bien se faire, votre lait sera pas forcément qualitatif. Et, et en fait, aujourd'hui, ben, on a des laits maternels, enfin des laits industriels qui sont très bons aussi, quoi. Donc voilà, enfin bref, j'ai pas à me justifier, mais du coup, j'ai fait ce choix-là aussi qui a été un choix compliqué à faire. J'avais fait du coup vraiment pendant mon premier trimestre, parce que c'est là où j'avais eu un peu ces questions existentielles par rapport à ça. Et du coup, je voulais vous parler de ce que j'ai mis en place pendant ma grossesse pour gérer le stress que je pouvais ressentir, ou enfin la peur de pas pouvoir anticiper, etc.
Ben, moi, je fais pas mal de listes, hein. J'ai toujours, été une adepte des listes. Donc j'ai fait beaucoup de listes, dans énormément de choses. Donc ce que je devais acheter pour le bébé, ce que je devais, faire dans ma vie avant qu'il arrive, ce que je devais, organiser, ce sur quoi je devais me renseigner et cetera. J'écoute pas mal de podcasts, des trucs hyper bienveillants de sages-femmes et cetera, sur la maternité. Vraiment Anna Roy, je la conseille de fou aussi. J'aime beaucoup sa vision de la maternité, de la grossesse, de la parentalité. On parle beaucoup avec mon copain. On a toujours été énormément dans la communication, mais genre même on parle beaucoup de l'après, comment on voit le début, comment on voit justement le postpartum et cetera. Donc ça me rassure aussi. D'ailleurs, c'est conseillé en vrai, hein, de parler de ça pour mieux se préparer. Je parle aussi beaucoup, bah, avec mes proches, avec des gens qui ont déjà des bébés. Mais enfin vraiment, bah, en fait, comme quand j'étais malade, je pense que ça a toujours été ma force, c'est que je communique et j'explique en fait ce qu'il y a dans ma tête en essayant de pas trop avoir honte. Et même aussi après, j'ai continué à voir mon psychologue de temps en temps pour, bah, parler un peu de ce qui me prend la tête et j'écris. Écrire, je l'ai encore fait hier, alors j'ai pas toujours le temps, mais, d'écrire tous les problèmes tous les problèmes, tous les trucs qui me prennent la tête sur, du papier, ça m'aide vraiment à extérioriser et voilà et oui et puis aussi, je prépare beaucoup son «nid» entre guillemets. Alors, ça s'appelle le syndrome du nesting, c'est un nom, mais en fait, c'est le fait que, chez moi là, je trie chaque placard, je range, je fais un tri, je jette des choses, en fait, je suis vraiment en train de préparer le «nid du bébé» entre guillemets, et apparemment, c'est quelque chose qui est très répandu, généralement dans le dernier trimestre aussi de grossesse. Bon, moi, ça a commencé dès le début, enfin dès le deuxième trimestre en vrai, mais ça m'aide énormément et c'est vrai que j'ai souvent fonctionné comme ça de, ranger, enfin pour changer en fait d'étape de ma vie, j'ai besoin de ranger, de nettoyer et cetera et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est tout en termes d'astuces. On m'a posé d'autres questions. On m'a demandé: «Est-ce que j'ai eu des nouveaux déclics depuis que je suis enceinte?» Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface quand on est enceinte et cetera. Je pense que j'ai tellement travaillé psychologiquement avec le MDR, avec toutes mes thérapies en amont, toutes mes problématiques psychologiques de par ma guérison des troubles alimentaires que du coup non, j'ai pas eu de nouveaux déclics. Par contre, il y a des choses qui ont changé quand même. Par exemple, avant, j'étais vachement stressée par rapport à l'argent et même à ma vie professionnelle, en fait, j'ai envie de dire. Mais là, mes priorités ont grave changé. Enfin, c'est ce qui est important, c'est la santé de mon bébé, que mon bébé aille bien et que ma famille, ma petite famille, mon couple va bien. C'est ça la priorité, c'est qu'on soit en bonne santé et qu'on reste dans l'amour et la bienveillance, etc. C'est primordial pour moi par rapport à des questions d'argent, même si, bah, évidemment, voilà, il faut pas toujours faire n'importe quoi et tout, mais voilà, ça, je trouve que ça a vraiment changé. Et même je me sens plus adulte depuis que je suis enceinte. Je trouve que mon rapport à ma mère a changé, alors pas concrètement, mais dans ma tête. Je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose qui a changé, mais de toute façon, c'est prouvé qu'il y a énormément de choses qui se passent vraiment dans le cerveau de la maman, déjà quand elle est enceinte, pour la préparer quand en fait elle aura son bébé. Qu'est-ce qui a changé aussi? Non, j'ai mis en place des nouvelles choses par rapport, aux produits que je consomme, en termes de cosmétiques, en termes de gel douche, de savon, enfin, en fait, tous les trucs où j'ai pu limiter les perturbateurs endocriniens, ça, je l'ai fait. J'ai découvert d'ailleurs des nouvelles marques de cosmétiques et cetera pour ça. Si ça vous intéresse, en vrai, je partagerai, en story sur Instagram. Mais sinon, j'ai pas trop, changé. Enfin si, enfin, j'ai des copines qui vraiment me disent: «On voit que tu es une future maman maintenant». C'est vrai que même je le vois, bah, comme je vous dis, mes sujets de conversation là après, j'ai pas mal de copines qui sont enceintes aussi, mais c'est bébé, après, je regarde énormément de contenu sur ça. Mes réseaux sociaux maintenant, mon feed, ça parle de bébé, de parentalité, de maternité. Donc voilà et on m'a aussi posé la question de: «Est-ce que j'ai peur que mon enfant ait des troubles alimentaires?» Je vais dire un truc qui est pas ouf en termes de clichés des troubles alimentaires, mais je pense que si j'avais une fille, j'aurais eu plus peur. C'est débile parce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent souffrir de troubles alimentaires. Moi, après, en termes de... Moi, dans ma communauté, par exemple, si vous voulez savoir, vous êtes 94% de femmes et 6% d'hommes. Enfin, je pense même que c'est plutôt 92, 6% et après le reste non binaire. Mais du coup, enfin, ça, c'est des statistiques que me donnent du coup sur les trucs de podcast ou sur Instagram. Mais du coup, je pense quand même que voilà, il y a plus de probabilité quand c'est une femme, mais pour autant, en fait, même si j'avais eu un bébé fille, non, j'aurais pas eu cette peur-là parce que, en fait, moi, j'ai plus de troubles alimentaires aujourd'hui. J'ai la chance d'être avec Arthur, qui est vraiment un mangeur intuitif, qui a vraiment jamais fait de réflexion sur la nourriture, sur le poids et tout. Enfin, je trouve que maintenant, vraiment, on a une relation hyper saine
au corps, à l'alimentation. Quand je dis hyper saine, ça veut pas dire, manger hyper healthy. Ça veut dire avoir une relation saine, c'est-à-dire, il y a pas de, restrictions, il y a pas de, d'interdits, il y a pas tout plein de croyances erronées sur ça et c'est grâce à mon travail aussi sur, toutes ces croyances erronées que j'avais, qu'on a cet, état d'esprit sain, en fait et donc en fait, je me dis, il va pas développer ça, en tout cas de nous, s'il y a un risque qui en est. Après, ben, le risque zéro n'existe pas. Même si on est ses parents, on ne sera pas les seules personnes déterminantes dans sa vie et d'ailleurs, c'est pas les parents qui créent la le trouble alimentaire d'un enfant, hein, ça je l'ai déjà dit. Il y a plein de choses qui peuvent, entraîner un trouble alimentaire, j'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs sur les causes des troubles alimentaires, mais il y a, bah, les la société dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, un traumatisme, enfin, il y a plein de choses qui peuvent engendrer un trouble alimentaire, donc c'est possible. Après, je vais pas commencer à avoir peur de ça parce que, sinon je peux avoir peur d'un tas de choses qui peut lui arriver malheureusement. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc, hein, où, au tout début de ma grossesse, j'avais extrêmement peur qu'il lui arrive n'importe quoi et même encore aujourd'hui, hein, j'ai peur que enfin, ce qui compte pour moi là, c'est qu'il soit en bonne santé jusqu'au bout et qu'il naisse en bonne santé et qu'il soit en bonne santé. Mais évidemment, il peut lui arriver n'importe quoi malheureusement donc voilà, ça fait partie des de la maternité aussi, on peut pas tout se préparer à tout, on peut pas tout anticiper, quoi. Et une autre question qu'on m'a posée et que j'avais envie de répondre, c'est: «Est-ce que j'ai hâte de que le bébé arrive?» Ben, honnêtement, j'ai pas hâte comme j'ai pas, non plus pas envie, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que la nature est bien faite et je trouve ça très bien qu'une grossesse dure 9 mois parce qu'on a besoin de enfin, moi, j'ai besoin de ces 9 mois, en tout cas, pour me préparer psychologiquement, pour me préparer matériellement, pour me préparer, dans mes connaissances, dans mon savoir-faire et cetera, pour, la maternité. Sachant que je sais aussi que je vais pas pouvoir tout savoir sur la maternité avant qu'il arrive, hein, je vais beaucoup apprendre sur le tas. Mais je trouve que voilà, c'est bien. Enfin, là, je suis très contente qu'il me reste encore 3 mois parce que j'ai encore des choses à faire et cetera. Donc voilà et d'ailleurs, quand je vous parle de, je ne peux pas tout savoir, je pense que ça sera vraiment l'un de mes défis de me dire: «Tu ne peux pas être parfaite dans tout, Mathilde». Ben oui, si, je veux être une bonne maman, je dois devoir faire des concessions sur, d'autres choses de ma vie et ça fait partie du truc, quoi. Donc voilà, je vais terminer par une, dernière, question qui est enfin, c'est pas une question, mais en gros, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit aussi qu'elles avaient envie d'avoir un enfant, mais qu'elles en ont peur, parce qu'elles ont un trouble alimentaire ou parce que, elles ont peur de voir leur corps changer, parce qu'elles ont peur de voir leur, alimentation, être modifiée ou qu'elles perdent le contrôle, sur leur vie, de façon générale et je comprends et d'où l'importance vraiment de faire le travail sur votre trouble alimentaire. Enfin, moi, je vous conseille vraiment de régler ça. Enfin, bon, après, comme j'en ai parlé dans le premier épisode, c'est complètement possible d'avoir un trouble alimentaire et d'avoir, un enfant, hein. Mais j'en ai parlé avec Florence, justement, du compte Je n'ai plus mes règles, qui me disait, donc elle a littéralement expérimenté ça. Elle était guérie physiquement, mais pas mentalement. Et elle a connu une rechute après sa grossesse. Et en fait, le postpartum, c'est quand même une période compliquée, comme je l'ai dit. Et enfin voilà, avoir un enfant, c'est plein de défis, etc. Et du coup, c'est moins d'énergie sur votre guérison. Après, comme je l'ai dit aussi dans le premier épisode, c'est pas, enfin là évidemment c'est mon point de vue et comme je l'ai dit, il y a des mamans même qui sont tombées enceintes, qui ont eu des enfants et c'est ça qui a été leur déclic et qui les a permis de sortir des troubles alimentaires. Donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais vraiment pour moi ça peut être une motivation pour vous de guérir si vous voulez avoir un enfant et en fait toutes les peurs que vous avez là aujourd'hui sur votre corps qui va changer, sur l'alimentation, sur la peur de perdre le contrôle, etc. C'est tout des peurs que j'avais il y a encore 2, 3 ans, même un peu plus d'1 an maintenant. Et en fait, d'où l'importance d'être prêt psychologiquement. Et moi, j'ai eu besoin de, comme je dis, d'avancer sur plein de problématiques psychologiques, d'avancer sur moi-même, en fait, à fond, pour être prête à accueillir cet enfant bah, dans quelques mois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que parfois vous avez des peurs qui sont très intenses aujourd'hui et que je vous assure, elles seront beaucoup moins intenses au plus vous avancerez dans votre guérison et elles seront même inexistantes parfois, une fois que vous serez guéri en fait. Donc voilà, et ben écoutez, ça va faire presque 1 heure, on n'y est pas encore, mais bientôt que je parle du coup de ma grossesse après un trouble alimentaire. C'était un épisode très personnel, un épisode très FAQ, donc j'avais pas du tout préparé, donc c'était peut-être plus long que d'habitude et pas du tout sous le même format que vous avez l'habitude. Mais j'espère que ça vous a plu. Je pense que
Je sais pas si vous avez écouté jusqu'au bout, mais en tout cas, merci pour ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à me mettre une note sur votre plateforme d'écoute, donc sur Spotify et sur Apple Podcast, il me semble que c'est possible. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous êtes maman, si vous êtes en projet bébé, si vous avez envie d'un enfant. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit par mail ou sur Instagram, ça me fait toujours hyper plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao, ciao!